Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du concept clé d'implication. Ce concept clé désigne le fait qu'un sujet devrait être traité en fonction de l'importance de ses implications. Pour vous expliquer ce concept clé plus en profondeur, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est celui de l'âme, et le deuxième, c'est celui de Dieu. Alors, commençons par l'âme. Comme vous le savez, depuis la Grèce antique et même avant, en fait, les philosophes et les religieux séparent l'entité humaine en deux. Une partie matérielle et une partie immatérielle. La partie immatérielle est appelée âme ou esprit, et la partie matérielle est appelée tout simplement corps de matière. Et ce sujet-là, donc, il est connu depuis longtemps, il a été pas mal étudié à l'Antiquité, mais le problème est que, malgré les énormes implications d'un tel concept, actuellement il n'est pas beaucoup étudié. Or, on sait que 100% de ce qui existe est énergie. Donc, si l'on a une âme, même si elle est immatérielle et qu'on ne peut pas la voir directement, elle devrait pouvoir être visible grâce à des instruments qui permettent de voir certaines fréquences énergétiques, tout simplement. Et pourquoi s'il n'y a pas de fond pour ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de scientifique à étudier ce phénomène? C'est tout simplement parce que il n'applique pas ce concept clé, qui est tout simplement de dire qu'une théorie devrait être étudiée en fonction de l'importance de ses implications. Alors qu'implique le fait que l'on ait une âme? Comme je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, il existe par exemple deux définitions de Dieu. Et bien de la même façon, il y aurait donc plusieurs implications pour le fait que l'on ait une âme, selon que l'on ait une vision plutôt déiste ou théiste de la vie. Si l'on a une vision plutôt théiste de la vie, cela voudrait donc dire que l'âme va survivre au corps dans certaines conditions, et si elle survit au corps, elle pourra aller soit en enfer, soit au paradis. Si d'ailleurs vous voulez savoir pourquoi est-ce que les Égyptiens, ils aimaient bien représenter tout de côté, et même tout de manière pleine en fait. C'est-à-dire que même si on voit un bol, eh bien on verra les fruits au-dessus du bol et pas dans le bol. C'est tout simplement parce que les Égyptiens pensaient que tout ce que l'on écrivait, tout ce que l'on dessinait, peut être créé par l'esprit dans l'au-delà, et donc va accompagner l'âme du défunt. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils faisaient la momification? Tout simplement parce que là encore, le corps tel qu'il meurt dans la matière est le corps qui va être ressuscité dans le monde immatériel. Alors ça, je suis d'accord que malgré les implications que ça pourrait avoir, il n'y a pas vraiment de façon d'étudier le phénomène, parce que ce sont tout simplement des textes sacrés qui ont été écrits par des hommes, et donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas forcément de logique dedans. Par contre, là où ça pourrait être très intéressant, c'est d'essayer de voir ce concept d'âme dans la vision déiste du monde, tout simplement parce que c'est un sens beaucoup plus philosophique et ésotérique. Alors, dans une vision déiste du monde, l'âme donc survivrait au corps, et puisque l'âme et le corps entre guillemets ne faisaient qu'un, on pourrait donc imaginer que l'âme et le corps aient pu avoir des interactions. Ainsi, on peut très bien imaginer qu'à cause de ces interactions, des problèmes sur le plan de l'âme aient pu se manifester sur le plan de la matière, dans notre corps de matière, de la même façon que les problèmes de notre corps de matière aient pu être transmis à l'âme. C'est donc quelque chose de très important, parce que si l'âme survit au corps, ça veut donc dire que tous les dégâts que l'on a fait subir à l'âme vont rester, contrairement aux dégâts seulement corporels qui, eux, vont finir avec la mort du corps. Et donc ça, comment est-ce qu'on pourrait essayer de l'étudier? En fait, c'est assez simple. Actuellement sur la planète, il y a énormément de personnes qui arrivent à faire des sorties astrales, par exemple. Alors vous pouvez très bien dire que c'est faux, que c'est éprouvé, qu'il n'y a eu aucune expérience concluante, etc. Pourtant, il suffit d'ouvrir quelques livres pour se rendre compte que ces personnes-là, justement, n'ont pas appliqué ce concept clé et n'ont même pas été ouvrir les livres les plus basiques sur le sujet. Par exemple, dernièrement, en 2016, le livre Voyage aux confins de la conscience a étudié le cas de Nicolas Fraisse, et ce sont des études qui ont duré pendant 10 ans, et le résultat c'est quoi? Au final, il y a eu une expérience faite avec un huissier. Nicolas Fraisse était dans une chambre, et il devait sortir de son corps pour aller regarder dans l'autre chambre et désigner une des couleurs qui avait été choisie au hasard. Sur la vingtaine d'essais, il a réussi à sortir 7 fois, et sur les 7 fois, il n'a fait aucune erreur. De plus, on sait que quand il a fait ses sorties astrales, l'encéphalogramme affichait des courbes complètement différentes de l'encéphalogramme qu'il avait normalement. J'ai été regarder un peu les critiques de tous ceux qui ne croient pas aux résultats de cette expérience, et donc ce sont des personnes qui veulent voir des complots partout. Ce sont donc des personnes qui disent que
l'huissier était de mèche, qui disent que les médecins étaient de mèche, qui disent que c'est de la chance, alors que, sachant qu'il avait plusieurs couleurs, réussir 7 fois de suite, c'est moins d'une chance sur 10 000. En clair, il y a déjà cette critique-là qui peut être enlevée. Par rapport aux autres critiques, il faut bien prendre en compte le cas de Nicolas Fraisse. Il nous raconte que depuis petit, il arrive à voir des choses qui se passent chez lui pendant qu'il est encore à l'école. Par exemple, il explique que pendant les contrôles, il arrivait à aller regarder ses livres qui étaient ouverts chez lui pour pouvoir tout simplement recopier ce qu'il y avait dedans. Ou alors, par exemple, il regardait son père en train de faire un muret, et quand il revenait chez lui, effectivement, son père était bien en train de faire un muret. Ou par exemple, il regardait le menu de la cantine en avance, etc. Si, comme ces personnes le disent, il n'a pas pu faire de sortie astrale, tout simplement parce que la conscience viendrait du cerveau et que l'activité neuronale serait incapable de regarder à distance, ce qui paraît logique, oui, effectivement, les neurones ne peuvent pas savoir ce qui se passe à plusieurs dizaines de kilomètres d'ici, tout simplement parce que les neurones ne peuvent pas prédire ce qu'ils ne voient pas, même si c'est dans la pièce d'à côté. Si les neurones sont dans le corps et que la conscience vient des neurones, ça voudrait donc dire qu'on pourrait pas faire sortir la conscience du corps, puisque la conscience viendrait du corps. Tout cela nous amène à penser que, effectivement, si le cas Nicolas Fraisse est faux, cela voudrait donc dire que il ment depuis petit. Cela voudrait donc dire que tout ce qu'il a raconté est faux. Que quand il est revenu chez lui, il ne savait pas du tout que son père avait fait un muret, mais qu'il a raconté l'histoire pour faire jalouser tout le monde, ou alors qu'il était de mèche avec les cuisinières pour savoir le menu en avance, etc. Ou alors même pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le cas Nicolas Fraisse, qui iront jusqu'à dire que ses camarades ont tout inventé, eux aussi. En clair, ce sont des personnes qui sont anti-théorie du complot, mais dès qu'ils se retrouvent face à des cas qui ne vont pas dans leur vision des choses, là ils voient des complots partout, avec des menteurs partout, etc. Je suis d'accord qu'il faut toujours avoir le doute, mais ce que je veux dire avec ce concept clé d'implication, c'est que puisque le concept d'implication est tellement important, si tu veux vraiment savoir si Nicolas Fraisse est un menteur ou pas, eh bien, mets tous les moyens possibles, essaie de le rencontrer, essaie de refaire des expériences avec lui, essaie de voir comment ça s'est passé avec l'huissier, etc. Mais ne reste pas là à dire c'est impossible que la conscience sorte du corps, donc il a forcément tort. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas un chercheur de vérité, ça c'est simplement quelqu'un qui est enfermé dans son ego et qui ne veut pas voir au-delà. Un vrai chercheur de vérité, quelqu'un qui veut aller au-delà de son ego, c'est quelqu'un qui veut savoir la vérité en toutes circonstances. Or, où aller chercher la vérité? Eh bien, tout simplement dans les théories dont les implications sont les plus grandes. Or, les théories qui parlent de l'âme, c'est-à-dire d'avoir un corps énergétique qui peut se dissocier du corps tout en ayant des interactions avec lui, c'est un concept absolument capital, qui mérite d'être étudié et qui ne mérite pas d'être balayé d'un revers de main juste parce que ça remet en cause toutes nos convictions. En dehors du cas de Rémi Fraisse, je repense par exemple aussi au cas de Daniel Meroy et de son ex-femme Anne Givaudan. Eh bien, Daniel Meroy, il raconte que quand il était étudiant, il a réussi à sortir de son corps de manière tout à fait par hasard. Puis il a réitéré l'expérience et il arrivait à aller voir ce que faisaient ses camarades de classe dans leur chambre, avec leur autorisation bien entendu, justement pour leur montrer que c'était pas du pipeau en fait. Et alors les camarades de classe étaient effectivement un peu choqués, mais ça les a pas chamboulés. C'est-à-dire que ils continuaient de dire ah oui c'est intéressant, c'est pas mal, c'est surprenant comme résultat, mais c'est tout. C'est-à-dire que ils continuaient d'avoir des doutes. Mais alors à ce moment-là, si tu étais dans ta chambre à faire quelque chose exprès pour que seule cette personne-là le voit et que cette personne-là puisse le voir, si ça ne vient pas des neurones, d'où ça vient? Il faut bien se rendre compte que si l'expérience pour ce camarade de classe était si unique et qu'elle arrivait à prouver en fait que l'âme existe, eh bien il aurait dû continuer dans ce sens-là, tout simplement parce qu'il y a énormément d'applications. Par exemple, saviez-vous qu'au niveau des applications, on pourrait penser que, eh bien puisque mon corps a un corps énergétique, qu'une autre personne aussi a un corps énergétique, est-il possible de s'échanger nos âmes? Ou alors, par exemple, est-il possible qu'une âme qui n'est pas de corps prenne momentanément le contrôle de mon corps et parler à ma place? Ce qui, par exemple, le cas dans la religion musulmane, parce que tout simplement on dit que de Mahomet que c'était le channeling en fait de l'ange Gabriel. Eh bien, en fait, ça ressemble un petit peu à ça ce que je viens de dire. C'est-à-dire que comme implication, on pourrait voir que théoriquement, si l'âme existe, alors
peut-être que effectivement une âme pourrait prendre temporairement le contrôle d'un corps et parler à sa place, ou même agir à sa place. On pourrait aussi penser au fait que si les drogues, eh bien, elles arrivent à avoir des effets assez spirituels, assez chamaniques, j'ai envie de dire, c'est parce qu'elles ont des interactions au niveau du corps physique et aussi au niveau de l'âme. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passerait si on se rendait compte que les drogues, elles ne bousillaient pas seulement le corps, mais elles bousillaient aussi le corps énergétique? Cela voudrait donc dire que même une fois mort, il y aurait certains séquelles qui devraient être réversibles de tout ce que l'on a fait lors de notre vie terrestre sur le plan matériel. Et toutes ces implications sont extrêmement importantes, parce que se dire « Ah, je veux profiter de la vie parce qu'on en a qu'une », c'est différent que de se dire « Si je le fais, même une fois mort, ça va me suivre ». Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette implication est absolument énorme. Et si vous êtes intéressé, intéressez-vous au cas d'Daniel Meurot et d'Anne Givaudan qui, à eux deux, ont sorti une 50aine de livres, c'est absolument énorme. Intéressez-vous au cas Nicolas Fraisse, intéressez-vous au cas Raymond Moody, qui a parlé des NDE, c'est-à-dire des expériences de mort imminente. Il y a énormément de cas qui ne peuvent pas être expliqués par la science, contrairement à ce que l'on peut voir. Par exemple, je me souviens que dans une vidéo du youtubeur Poisson Fécond, il parlait des cas d'expérience de mort imminente où l'existence de l'âme pourrait être prouvée. Et je me souviens encore d'un commentaire qui disait que puisque ce phénomène n'existe pas, alors je suis sûr que tous tes exemples sont faux ou inventés. Eh bien, cette personne-là n'applique pas du tout le concept clé que je suis en train de développer dans cette vidéo, c'est-à-dire le concept d'implication, parce que puisque l'âme a des implications absolument énormes, il est de notre devoir d'aller chercher le maximum d'informations, et on ne peut pas dire que les informations manquent, à ce sujet. Les informations, ça pourrait être par exemple, est-ce que c'est vrai qu'aucune expérience de mort imminente ne va contre les conclusions matérialistes actuelles de la science? Eh bien, vous vous apercevrez qu'il y a de nombreuses expériences qui ne vont pas du tout dans le sens de la science matérialiste actuelle. C'est-à-dire des personnes qui voient des choses qu'elles ne pourraient pas voir si cela venait de l'activité neuronale. De la même manière que Nicolas Fraisse ne pourrait pas voir ce qui se passe chez lui depuis l'école si l'âme n'existait pas. De plus, il ne sera pas possible d'avoir le phénomène, ce qu'on appelle par exemple de channeling, où une âme différente parle à la place de la personne habituelle qui est dans le corps en fait. Et je passe tous les autres phénomènes. Ce genre de phénomènes-là, peut-on dire qu'ils existent? En tout cas, les témoignages existent. Est-ce que les témoignages sont vrais ou faux? C'est à nous d'aller vérifier. Mais tout simplement, tout jeter à la poubelle en disant que c'est impossible, c'est aller à l'encontre tout simplement de l'esprit scientifique, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que la science, et même tout métier reposant sur l'information, même le métier de journaliste, tout repose sur la recherche de vérité. Par exemple, vous savez, les journalistes ont la charte de Munich de 1971. Eh bien, le premier article de cette charte, c'est « Tout journaliste doit chercher la vérité ». C'est aussi simple que ça. Le but d'un scientifique, c'est de chercher la vérité. Le but d'un journaliste, c'est de chercher la vérité. La seule différence, c'est que le journaliste est un homme qui va beaucoup plus sur le terrain et qui aborde des sujets que ne va pas forcément traiter le scientifique. Mais à mon sens, le journaliste est autant un scientifique que le scientifique en fait. De la même manière qu'un scientifique peut sous certains aspects être considéré comme un journaliste. Tout simplement parce que les deux doivent enquêter, chercher la vérité. Donc ils partagent cette même essence en commun en fait. Tout ça pour dire que si les implications sont énormes, alors c'est à nous d'aller chercher les informations pour se rendre compte de s'il y a de la vérité ou pas dedans. C'est un concept pourtant très simple, mais qui n'est pas appliqué du tout, parce qu'actuellement, dès qu'on dit qu'on va faire des recherches sur l'âme ou etc., même sans dire qu'on y croit ou pas, peu importe qu'on y croit ou pas, ce qui est important, c'est de faire des recherches sur les concepts qui ont des implications énormes. De la même manière qu'actuellement, l'homme commence à se rendre compte qu'il faut prendre soin de son environnement parce que même une fois que nous on meurt, eh bien, il y a quelque chose d'autre après qui reste. Eh bien, c'est la même chose avec l'âme. Si effectivement quand on meurt, eh bien, on a un corps énergétique qui reste, eh bien, autant prendre soin au maximum de notre corps énergétique dans cette vie-là parce que la vie continue après. Cette vidéo-là n'est pas là pour vous convaincre de l'existence de l'âme. Cette vidéo-là est seulement là pour vous convaincre de faire des recherches sur l'âme. Je vous mettrai quelques livres dans la description de la vidéo pour vous faire une petite idée. Il y a par exemple un très bon livre de Daniel Meurot qui s'appelle Les robes de lumière. Eh bien, dans ce livre, il explique que si le corps énergétique existe, effectivement, il devrait même exister en plusieurs couches de différentes densités,
et chaque couche devrait être plus ou moins visible. Et avec de l'entraînement, on peut donc arriver à voir les différentes couches que l'on appelle communément l'aura. Il explique comment est-ce qu'il a fait pour y arriver dans son livre, et il explique les différentes couches qu'il voit, les différentes couleurs de ces couches, les diamètres. Il explique les différentes pathologies qu'il a vues en lien avec ces couleurs, etc. Et plutôt que de lire ce livre et de dire je jette tout à la poubelle, essayez plutôt d'avoir un regard critique et de dire, puisque je cherche la vérité, eh bien moi mon objectif par exemple ce serait de rencontrer Daniel Meroy et d'avoir un maximum d'informations, peut-être même m'entraîner pour savoir si ce qu'il dit bien c'est du pipeau ou non, etc. C'est-à-dire ayez l'œil du bon sceptique, c'est-à-dire le sceptique qui doute pour ne pas avaler n'importe quoi, mais qui en même temps veut chercher la vérité, et qui va aussi douter du fait que ce soit faux. Le doute doit marcher dans les deux sens. C'est là aussi un concept très important. Ça voudrait dire qu'il faut douter du fait que ce soit vrai, douter du fait que ce soit faux, et aller chercher la vérité en fonction des implications. Imaginons par exemple que pour chercher la vérité sur un certain sujet, il vous faudrait étudier pendant 40 ans. Et à la fin, une fois que vous avez tous vos résultats, eh bien vous vous rendez compte que les implications étaient très petites. Ça voudrait donc dire que oui, effectivement, vous avez douté du fait que ce soit vrai, douté du fait que ce soit faux, vous avez pris le temps, vous avez cherché la vérité, mais cette vérité-là avait tellement peu d'implications qu'au final, on s'en fout. C'est terrible à dire, mais il y a certaines choses qui sont moins importantes que d'autres. Et bien sûr, je ne dénigre aucune recherche scientifique en soi. Je veux juste dire que il y a des sujets qui sont infiniment plus importants que d'autres. Et j'en vois certains qui refusent d'aller dans des sujets beaucoup plus profonds tout simplement par peur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont réagir, et ils préfèrent tout simplement faire des recherches sur des sujets moins polémiques et qui les remettent beaucoup moins en question. Vous savez, sur cette chaîne, on va beaucoup parler de l'ego. Et se remettre en question, c'est tout simplement aller au-delà de son ego et donc l'affronter. C'est un concept qui est assez difficile. Je le concède parce que même si c'est un sujet qui m'intéresse depuis énormément d'années, moi-même j'ai eu beaucoup de mal et j'ai encore beaucoup de mal, donc je comprends entièrement les problèmes de ceux qui ont du mal à affronter certains concepts. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que puisqu'il faut douter du fait que ce soit vrai et douter du fait que ce soit faux, il faut donc prendre le temps de faire les recherches. Eh bien, autant faire des recherches sur des sujets dont, si on arrive à trouver la vérité, on sait que les implications seront absolument énormes. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, remettez-le en question. Mais faites des recherches sur l'âme, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. C'est un domaine qui pourrait absolument changer votre vision de la vie, parce que actuellement on vit sur Terre avec une vision du j'en fais le maximum et puis après ça va se terminer. Oui, mais si on vit la même vie mais avec une autre vision des choses, eh bien on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de détails qui vont changer, et puis peut-être même notre direction de vie qui pourrait changer. C'est ça qui est important de comprendre. Enfin, le deuxième exemple qui sera beaucoup plus court, je vais parler de Dieu. Alors pourquoi parler de ce sujet-là? Eh bien parce que quand on regarde certains débats, il y en a qui disent oui, mais pourquoi débattre de Dieu alors que de toute façon, de un, on peut pas savoir la vérité, et puis de deux, il y a peu d'implications. Alors que moi, par exemple, si je vais aider la Croix-Rouge en Afrique, eh bien les applications concrètes, je les vois tout de suite. Je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Comme vous le savez, dans la vidéo numéro 2, dans cette vidéo-là, j'ai parlé du dieu théiste et du dieu déiste. Alors pourquoi est-ce que ces deux dieux qui ont une définition presque opposée sont appelés dieux? Tout simplement parce que Dieu, ça veut dire une origine, en fait. C'est chercher l'origine aux choses, et ce serait donc une origine omnipotente et omnisciente, qui est le point commun aux deux définitions qui sont sur les autres points opposés du dieu déiste et du dieu théiste. Eh bien, le problème, c'est que déjà, il y a beaucoup de débats qui sont faits sur le dieu théiste, alors que j'estime que ce sont des débats qui sont stériles, tout simplement parce que ils sont liés à l'interprétation. Or, si on lit les choses à l'interprétation, eh bien, on pourrait très bien, et ça se voit notamment dans l'ésotérisme, avoir à partir d'une même phrase deux interprétations absolument opposées. Donc, ça n'a aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est la logique. Pourquoi? Parce que la logique a une valeur absolue. C'est-à-dire que un raisonnement logique est valable dans l'absolu.
Et ce genre de raisonnement logique s'applique donc plutôt aux dieux déistes qu'aux dieux théistes. En effet, le dieu théiste n'est pas basé sur une logique absolue, parce qu'il est basé sur des livres et sur des traditions. Ça voudrait donc dire que si les livres un jour disparaissent à cause, je ne sais pas, par exemple d'une météorite, eh bien ça voudrait dire que il n'est plus possible d'avoir accès à toutes ces informations. Or, même si un jour une météorite tombe sur Terre et que tout le savoir est effacé, et que quelques humains survivent, eh bien ces quelques humains, en recréant une civilisation, vont redécouvrir les sciences et vont pouvoir retrouver toutes les formules scientifiques qui existent en soi. On n'invente pas les mathématiques, on les découvre. Et si elles ont été découvertes dans l'Antiquité, elles peuvent être redécouvertes maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que la science se base sur le fait que toute vérité est valable dans l'absolu. Or, le problème, c'est que le dieu théiste serait une vérité qui ne serait valable que dans un certain espace-temps, ce qui est complètement illogique en fait. Mais passons. Par rapport aux implications, donc, ce serait plutôt, du coup, par rapport aux implications du dieu déiste. Et par rapport à ça voudrait donc dire que si Dieu existe en tant que champ de conscience énergétique infini, on pourrait dire ça comme ça, eh bien ça voudrait donc dire que la vie a un but. Et si la vie a un but, ce but peut être découvert, et si ce but-là est absolu, alors on se rendrait bien compte que même si on vit dans un monde de matière, on pourrait vivre selon ce but absolu. C'est ce qu'ont essayé de refaire les religions, par exemple, on le voit avec la charia dans l'islam, ou même avec la loi juive dans le judaïsme. C'est-à-dire, ce sont des lois pour vivre, soi-disant, dans un monde de matière, mais avec l'essence, entre guillemets, de Dieu, et de ses lois divines. Mais là, on va parler plutôt du dieu déiste, et donc ça voudrait dire que si quelque chose d'absolu existe, l'absolu donc étant le dieu déiste, eh bien cet absolu, il a certaines caractéristiques, il a un but absolu, infini en dehors de l'espace et du temps, et que l'on pourrait, via la logique, découvrir ce but absolu, ce qui pourrait nous servir tout simplement à avoir une vie bien plus épanouie dans notre monde de matière. Alors par rapport à ça, est-ce que vous avez entendu parler du Tao? Eh bien, le Tao, dans le taoïsme, se rapproche beaucoup tout simplement de ce que je viens d'appeler le dieu déiste. Tout simplement, c'est un courant de vie qui existe, qui est présent partout, et dont il ne sert à rien de se mettre en face. C'est un petit peu comme si on essayait d'aller à contre-courant d'une rivière. On se rend bien compte que, quitte à vivre, eh bien, autant nager dans le sens de la rivière, et non pas à contre-courant. C'est un petit peu la même chose ici. C'est presque, j'ai envie de dire la même chose, c'est-à-dire c'est la même essence. En clair, si la vie, elle a un certain sens, eh bien, autant aller dans le même sens qu'elle. Et donc, ça voudrait dire que les implications sont absolument énormes. Parce que si la vie a un sens et que ce sens est absolu et que cet absolu, en fait, c'est le bonheur, eh bien, ça voudrait donc dire qu'en étant dans le même sens que la voie, c'est-à-dire le Tao, ça veut dire la voie, on pourrait nous aussi atteindre le bonheur, en fait, tout simplement. En comprenant comment la vie est faite et comment la vie continue d'exister, en fait, tout simplement. Et ces implications-là, encore une fois, sont énormes. Toutes ces personnes qui disent qu'elles préfèrent aller à la Croix-Rouge sauver des gens en Afrique, personnellement, je n'ai rien contre, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que si notre monde actuellement, il est si, j'ai envie de dire, corrompu, parce que comment expliquer qu'on ait de la nourriture pour 9 à 12 milliards de personnes et qu'il y ait encore tant de monde qui meurt de famine? On se rend bien compte que il y a un énorme problème là-dedans. Certaines personnes vont dire qu'il faut apprendre à ces personnes à avoir des meilleurs rendements agricoles, tout ça pour ne plus avoir de problème. Mais on se rend bien compte que c'est pas forcément le cas parce que il y a certains contrées qui ont des politiques budgétaires absolument horribles qui ne permettent tout simplement pas d'aider et d'éduquer ces personnes-là. C'est pourquoi il n'existe que l'aide internationale. On se rend bien compte que quelque chose ronge l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité n'arrive pas à aller de l'avant, ou en tout cas elle va de l'avant, mais de travers, j'ai envie de dire par là. En essayant de trouver une solution à ça si c'est possible,
on se rend bien compte qu'on pourrait trouver des solutions bien plus profondes et traiter directement la cause plutôt que de ne s'arrêter qu'aux symptômes et de ne traiter que le symptôme. C'est-à-dire aller aider la Croix-Rouge par exemple, ou aider les Restos du Cœur. Est-ce que vous comprenez bien ce concept? Ainsi, l'implication est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de faire des choix, tout simplement, par rapport à l'importance des choses que l'on doit étudier et des recherches que l'on doit faire. Si j'ai pris cet exemple-là, c'est simplement parce que je me rappelle d'il y a quelques années où je discutais de ces sujets-là sur l'âme, Dieu, etc. Et une personne m'a dit que de toute façon, c'était inadmissible que je réfléchisse à des choses comme ça parce que c'est sûr qu'on n'aura jamais aucune réponse, que je perdais mon temps, c'était même du non-respect par rapport aux enfants en Afrique qui crèvent la dalle alors que nous, on est là à discuter de choses absolument inutiles. Et c'est bien là qu'on voit le problème d'une telle vision des choses. C'est-à-dire que on peut très bien réfléchir à des choses par rapport à leurs implications et ne faire ça qu'exclusivement, ou alors tout simplement aider les personnes à faire ça qu'exclusivement, ou faire les deux. Mais le problème dans la vision des choses de cette personne-là, c'est que pour elle, c'est-à-dire philosopher de manière exclusive sans apporter d'aide directe, était absolument inutile. Et c'est contre ça que je m'insurge, simplement parce que j'estime au contraire avoir continué à chercher dans cette voie-là, et j'estime avoir trouvé beaucoup de réponses, notamment dans la 6e vidéo de cette chaîne, qui sera consacrée justement à Dieu. Et vous verrez bien à ce moment-là si effectivement c'est un sujet aussi inutile que cette personne le disait. Voilà tout, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Au revoir.